Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job en forme. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Le bonheur est un sujet aussi inépuisable qu'universel, avec autant de définitions que d'individus. Certains ont le sentiment de le poursuivre, insaisissable, alors que d'autres semblent s'y conforter paisiblement. Mais qu'en est-il du monde du travail ? Peut-on réellement être heureux dans son job ? Là aussi, malgré des expériences diverses, le regard que l'on porte sur son quotidien peut-il nourrir une forme de bonheur ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Perron. Julien, vous le connaissez peut-être à travers son documentaire aux 2 millions de spectateurs, C'est quoi le bonheur pour vous ? Pour lequel il a parcouru le monde à la rencontre de milliers de personnes. Mais c'est avant tout un passionné de l'humain, un optimiste convaincu qui préfère voir le potentiel du monde plutôt que ses limites. Son parcours de vie est aussi atypique qu'inspirant. Il a compris très tôt le pouvoir de l'éducation sur nos générations pour créer plus tard la marque Innovation en Éducation, un projet qui prend vie à travers un magazine, un podcast et des congrès. Auteur de 2 livres sur les clés du bonheur, il poursuit son travail de réalisateur sur des sujets qui lui tiennent à cœur, mieux vivre pour soi et pour les autres. Je suis particulièrement ravi de l'accueillir aujourd'hui parce que j'admire son engagement et je me suis beaucoup retrouvé dans son premier livre. J'ai hâte qu'il partage avec nous sa vision pour l'appliquer au monde professionnel. Julien, merci énormément d'avoir accepté mon invitation et je suis content que tu sois parmi nous. Merci Aurélien, moi aussi je suis ravi que tu m'accueilles sur ton podcast. Merci beaucoup. C'est très gentil, merci à toi. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à explorer la question du bonheur dans ta vie et dans ton travail ? C'est la résultante de quand même beaucoup de choses. En fait, je me suis retrouvé à un moment donné dans mon parcours de vie, j'ai organisé des rencontres où je fédérais des professionnels dans le monde du développement personnel, de la connaissance de soi, des thérapeutes, tu sais, des naturopathes, des sophrologues, etc. Et j'avais décidé d'organiser ça à Montréal, au Canada. Et donc, j'y suis resté 1 mois pour me balader et découvrir ce pays. Et à un moment donné, j'ai dormi chez quelqu'un. Et on était en pleine tempête de neige, il faisait moins 40 degrés et on pouvait pas sortir. Donc du coup, on a refait le monde toute la journée, on a parlé de beaucoup de choses. Et à un moment donné, on a parlé du bonheur ensemble. Et à ce moment-là, je lui ai proposé, si ça la dérangeait pas, de la filmer avec mon téléphone portable. Je sais pas du tout ce que je faisais, c'était purement instinctif. Et c'est en regardant cette vidéo que j'ai adoré cette idée en fait de parler du bonheur. J'ai trouvé ça vraiment magique, ça m'a donné des frissons, tu sais, dans le corps et pour moi c'est un canal intuitif qui est assez important. Et donc du coup, j'ai décidé de continuer à interviewer les gens comme ça quand j'étais à Montréal, partout d'ailleurs, même dans la région du Québec. Et j'envoyais ces vidéos en France, donc à Paris. À l'époque, j'avais mes bureaux à Paris pour en parler avec les équipes et voir ce qu'ils en pensaient, etc. Puis en fait, ils se sont appropriés les vidéos, ils ont commencé à les publier pour moi en fait sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et puis, en fait, ça a commencé à prendre comme ça parce que les gens ont commencé à laisser des commentaires, tu sais, sur les vidéos sur YouTube en disant que c'était hyper sympa, très inspirant, ils donnaient leur propre définition. Moi, j'ai fait le pont entre ma vie perso et ma vie pro dans la mesure où, depuis plus de 20 ans, moi, il y a à peu près 6 mois de l'année où je suis en mouvement, en fait, je suis en déplacement un peu partout sur notre jolie planète. Et je rencontre beaucoup de monde et je me suis dit, je vais profiter de mes déplacements perso et pro pour continuer à poser cette question avec mon téléphone en chopant des gens comme ça dans la rue, dans un avion, dans le train, sur un vélo, enfin peu importe, tu vois, de manière très naturelle et en leur posant cette unique question, c'est quoi le bonheur pour vous ? Et finalement, ça a duré pendant 4 ans et j'ai donc interviewé 1500 personnes dans 25 pays. Ce qui veut dire que j'ai énormément échangé autour de cette notion avec des milliers de personnes. Et au bout de 4 ans, j'étais fatigué parce que j'étais seul à me déplacer. Tu sais, il n'y avait pas d'équipe de tournage. Ouais. Et puis voilà, après est venue cette idée de réaliser un film. J'ai réalisé ce film-là. Le film a cartonné. Comme tu le disais, il y a plus de 2 millions de personnes maintenant qui l'ont vu. Je continue encore à l'heure d'aujourd'hui d'aller dans des salles de cinéma pour débattre avec du public. Tu vois, on me convie en fait pour débattre après avec le public, après la séance de film. J'étais dans, je pense, au moins 400 ou 500 salles de cinéma. J'ai créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous ? Après, j'ai écrit les livres C'est quoi le bonheur pour vous ? J'ai créé le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Donc, tout cet univers en fait du bonheur est complètement implémenté en réalité dans ma vie.
Et c'est ça, en fait, qui m'a amené, je pense, tu vois, ça a été progressif. C'est parti de la réalisation du film, après de l'écriture, l'écriture de mes livres, la création du jeu de cartes, le podcast, etc. Et à un moment donné, dans tout mon parcours de vie, d'ailleurs, je pense que c'était le prémisse en réalité. C'était au moment où j'ai créé mon entreprise, pour faire le pont avec le travail. Quand j'ai créé mon entreprise, donc c'était en 2003, j'étais déjà dans ces réflexions en me disant, mais comment je pourrais associer le bonheur et le travail. Comment je me voyais pas terminer ma vie dans un métier qui me corresponde pas réellement. Je me voyais pas potentiellement toucher une retraite. Enfin, j'y croyais pas trop. J'avais envie de donner du sens à ma vie, donner du sens globalement du sens à ma vie. Et je voulais me sentir utile. Je voulais vraiment mettre mes compétences pour quelque chose qui me dépasse, tu vois, pour l'humanité, pour les gens, me lever tous les matins en donnant du sens, en fait, vraiment à ce que je fais, quoi. Et parmi ces questions, je me suis dit, mais c'est quoi mes besoins? J'ai besoin de quoi, moi, dans ma vie de tous les jours pour tendre vers le bonheur? Et comment je pourrais associer une activité professionnelle et finalement kiffer la vie, en fait, tu vois, tout simplement, quoi. Et je crois que j'ai été précurseur de ce qu'on appelle maintenant le digital nomadisme. Tu sais, les digital nomades qui se baladent un peu partout comme moi sur la planète. Et donc, c'est comme ça que je l'ai associé. J'ai associé bonheur et comment je peux assouvir mes besoins qui sont très personnels, notamment le voyage, tout en étant impactant positivement dans notre société et en ayant une activité économique, parce qu'on a besoin quand même d'un minimum de sous pour manger et au moins avoir un toit sur la tête, quoi. Bien sûr. Et c'est comme ça que c'est venu, tu vois, en fait, progressivement. Ouais. C'est venu assez naturellement. Ouais. Alors, selon toi, pourquoi il y a autant de personnes qui peuvent se sentir déconnectées de leur travail aujourd'hui? C'est évident, on fait. Alors, c'est juste mes croyances, hein, quand je dis c'est évident. Mais dans mes croyances, j'ai le sentiment que 80% des gens font un travail qui est purement alimentaire. Parce que justement, il faut payer les factures globalement. Si je me trompe pas, une grande majorité de la population sont parents, ce qui n'est pas mon cas. Et donc du coup aussi, tu as une pression, une fois de plus, tu vois, de payer en fait des factures, de faire en sorte que ton enfant ou tes enfants aient une vie quand même plutôt confortable. En tout cas, tu as envie de te donner le maximum pour que eux soient bien, on va dire matériellement, quoi, quelque part. C'est ça, sécurité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un job, on va gagner, on espère quand même suffisamment d'argent pour que tout ça se passe bien. Mais on choisit pas un job pour être heureux. On choisit pas un job pour être épanoui, en fait. Alors que de mon prisme, dans mes croyances, ça devrait être le curseur premier. C'est de se tourner vers un métier qui d'abord contribue à notre épanouissement personnel. Et qui, dans un second temps, bien évidemment, parce que c'est une activité économique, on est salarié, on a créé une boîte, va nous apporter des finances pour financer nos projets, entretenir notre famille et tout, etc., quoi. Et c'est là où, pour moi, c'est un peu une grosse erreur et que je fais le pont avec l'éducation, c'est que comme dans nos systèmes respectifs, peu importe dans le monde dans lequel on se trouve, on nous apprend pas à révéler nos propres talents, on nous apprend pas à amener le plus tôt possible le savoir-être et la connaissance de soi, la plupart d'entre nous, on suit en fait ce que la société nous dit, c'est-à-dire fais des études, il faut que tu aies beaucoup de diplômes, parce que tu vas avoir beaucoup de diplômes, tu vas trouver un emploi où tu vas gagner beaucoup d'argent, mais on te dit pas en fait l'inverse, c'est-à-dire apprends à te connaître, décèle tes compétences, là où tu es bon de manière innée, et après comment toi tu peux mettre à contribution ces talents-là dans le cadre d'une activité professionnelle, que ce soit salariale ou que ce soit en termes de création d'entreprise. Et donc, fatalement, tu fais un job qui te plaît pas. Donc, et moi, ce qui m'embête un peu, c'est pour ça que je continuerai jusqu'à mes 112 ans minimum à semer des graines. Ce qui m'embête, c'est que la plupart des gens n'ont pas encore ce recul nécessaire pour s'apercevoir en réalité de ça, parce que tout est suffisamment bien orchestré dans notre société, tout va très très vite. Et on prend pas le temps, tu vois, on prend pas le temps de se poser les bonnes questions existentielles. Parfois, ça nous fait même peur, on les évite. Et donc, pour moi, se poser la question de est-ce que je suis heureux dans mon travail, c'est une vraie question. Et pour toi, les indicateurs, c'est quoi? C'est peut-être un sentiment de vide, un sentiment de non-accomplissement. Comment les gens, qu'est-ce qu'ils doivent écouter comme signe de se dire attention, là, je suis peut-être dans le mauvais sens? Alors déjà, le premier signe qui me vient à l'esprit, je pense que là, on l'a tous vécu, parce que moi aussi, à un moment donné, j'étais salarié, c'est tu pars en vacances, t'as pas envie de revenir. Tu vois
t'as vraiment pas du tout envie de revenir. T'as même un début, je le mets entre guillemets, de dépression, tu sais, avant de revenir. Tu sais ce qui t'attend et t'as juste pas du tout envie de revenir. Ça te fait pas kiffer du tout, quoi. Tu peux avoir l'angoisse de dire, ouais, il faut que je traite mes mails, qu'est-ce que je vais avoir dans mes mails quand je vais les lire, etc. Ouais, voilà, tu vois, enfin, t'as pas envie de ça, quoi. Bah, ça, pour moi, c'est un indicateur. Parce que, à l'inverse, quand tu fais quelque chose qui te plaît, mais t'es super content. Tu vois. Par exemple, pour faire le lien avec la prévention des risques professionnels, l'avantage des vacances pour certains, c'est il y a l'arrêt de certaines douleurs physiques qu'ils peuvent ressentir quand ils sont au travail, et que du coup, ça peut être aussi un indicateur qu'au travail, ils se sentent mieux, ils ont moins de douleurs, quoi. Exactement. Ah ouais, c'est clair. Mal au ventre, mal à la tête. Regarde, c'est pareil, ça me fait penser quand on était petit, peut-être que c'était le cas aussi pour toi. Moi, c'était le cas pour moi. C'est-à-dire que j'arrivais quand même, le corps humain et l'esprit est fort, hein. J'arrivais à tomber malade parce que je voulais pas aller à l'école, quoi. Et donc, il y a ce mécanisme aussi très naturel de l'être humain. S'il n'est pas épanoui, il arrive aussi tout seul, comme un grand, à se créer des maux. Tu vois, à avoir mal, comme je dis, je sais pas, mal au ventre, mal au dos, ce que tu veux, quoi. Tu peux même avoir des problèmes de vue, peu importe. C'est des indicateurs, comme tu le dis si bien, de manière très juste, qui nous permettent de voir vraiment si tu es bien aligné en réalité avec ce dont on a besoin et ce qu'il nous faut, en fait, à titre perso. Ouais. Et être à l'écoute de soi, hein, c'est quand même des choses que tu prônes dans tes différentes communications et livres, etc. Bah ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, on devrait une fois de plus être heureux d'aller travailler parce que on n'a pas trop de choix. En fait, déjà, on est dans une société qui est très économique, donc on a besoin d'argent. Donc c'est un peu comme une obligation, on va dire, d'avoir une activité économique. Donc ça devrait être une fois de plus vraiment le lieu où déjà tu t'éclates. Parce que je te dresse le portrait. Attends, excuse-moi, je te dresse le portrait. Là, à l'heure d'aujourd'hui, si on prend un couple, donc les deux personnes font un job a priori qui leur plaît pas trop, ça se passe pas vraiment bien en fait là où ils bossent. Il y a toujours des histoires négatives quasiment tous les jours. Ok. Les deux rentrent à la maison. Ils ont pas kiffé leur journée. Donc déjà, comment tu veux amener du positivisme, du bien-être, se tirer vers le haut quand toi déjà les deux personnes rentrent à la maison et ils n'ont pas kiffé leur journée? C'est très compliqué. Il faut au moins qu'il y ait l'un des deux, tu vois, qui ait suffisamment de recul pour essayer de dynamiser, on va dire, un peu tout ça et de se rendre compte de ces mécanismes. Et à l'inverse, tu prends deux personnes qui kiffent ce qu'ils font tous les jours, et en fait c'est génial quand tu te retrouves à la maison. Et donc encore plus quand tu as des enfants et tout, etc. Parce qu'après, ça, pour moi, ça a une application après dans ta vie qui est énorme en réalité. Ouais. C'est clair. Bah, surtout par rapport aux enfants qui sont des véritables éponges. Ils ressentent quand tu vas pas bien, quand tu as passé une mauvaise journée. C'est ça. Où ils peuvent aussi se projeter dans une vision du monde professionnel plutôt péjorative s'ils voient que ses parents sont pas heureux au travail. Exactement. Ouais. Et alors pour toi, est-ce que c'est compatible justement le bonheur et le monde professionnel? Parce que tout le monde n'a pas la chance de faire des métiers passion. En tout cas, ceux qui ont déjà pas mal un pied dans le monde professionnel peuvent se poser la question, mais c'est difficile. Beaucoup de personnes peuvent subir la contrainte de remplir les obligations de vie, en tout cas, que tu as évoquées tout à l'heure. Est-ce que toi, tu penses que c'est compatible? Est-ce qu'une fois qu'on a le pied dedans, est-ce qu'on peut changer sa posture ou sa vision? Quel est ton regard là-dessus? Alors, je pense que c'est compatible parce qu'il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est aussi une question de regard, en fait. C'est le regard que tu portes, peu importe la situation que tu es en train de vivre. Tu vois, on pourrait être ensemble, par exemple, et vivre une situation en commun, mais pas du tout la vivre de la même manière intérieurement, tu sais. Et donc, ça porte, juste, pour moi, l'idée de c'est quoi, en fait, la réalité, tu vois. Parce que si on est 8 milliards de personnes, peut-être qu'on est dans 8 milliards de réalités différentes, avec notre perception, tu vois, qu'on a de la vie. Donc déjà, pour essayer de changer de regard, on va dire peut-être même de changer de lunettes et d'avoir un regard peut-être plus optimiste et positif sur notre métier. Pour moi, ça passe, on l'a un peu évoqué, par la connaissance de soi, mais de manière même beaucoup plus large, en fait, par vraiment se poser des questions, notamment de savoir qui je suis, tu vois, c'est quoi mon mode d'emploi, comment je fonctionne. Donc vraiment de se positionner un peu comme un chercheur et d'apprendre à se connaître. Ça, c'est un point qui est pour moi très important. Et après, j'en parle dans mes bouquins, il y a vraiment les fondamentaux, en réalité, de ce qui nous constitue en tant qu'être humain, qui ne sont pas abordés dans notre société convenablement, j'ai envie de dire, en tout cas pas suffisamment tôt dans notre parcours de vie, et qui passent par une alimentation qui nous apporte de la vitalité et de l'énergie, de remettre du mouvement dans sa vie, c'est-à-dire idéalement d'avoir une activité sportive quand même assez régulière,
de faire très attention à son sommeil, d'aller le plus souvent dans la nature. Donc, si on est dans des villes, par exemple, aller dans des parcs, tu vois, des trucs comme ça. Et puis, pourquoi pas, je sais pas, pratiquer des exercices de relaxation, genre 10 minutes par jour, quoi. Ouais. Si déjà, toi, dans ta vie de tous les jours, à titre perso, tu es très vigilant à ce que je viens de dire, alimentation, sport, sommeil, nature, relaxation, ok, et que c'est vraiment complètement intégré dans ta vie, au même titre que tu te brosses les dents et que tu prends une douche. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de ta vie. Je t'assure qu'après, la perception que tu as de toi, des autres, de la vie, de ton boulot, de situations, d'événements, mais est tellement différente de la majorité des gens. Parce que toi, en fait, déjà, tu es bien dans ta tête et tu es bien dans ton corps, en dehors de tout support extérieur. Ouais. Et c'est ça, je pense, qui est, pour moi, d'ailleurs, une de nos responsabilités citoyennes, c'est de reprendre les rênes, en fait, de notre qualité de vie, en fait, de qui on est profondément, et de se réhabiliter, de se poser toutes ces questions, de prendre soin de soi, etc. Parce qu'après, moi, j'ai cette chance d'avoir commencé à l'âge de 6 ans, tu vois, j'en ai 46 maintenant, donc je vois vraiment tous les bienfaits que ça peut apporter dans ta vie personnelle et professionnelle. Donc c'est là encore pourquoi je mets beaucoup d'énergie, c'est pour que les gens se rendent compte de ça et qu'ils se mettent en marche et qu'ils se mettent en action, quoi. Et qu'il y a sa vie personnelle qui vient nourrir sa vie professionnelle d'une certaine manière. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais quand tu es dans cette dynamique-là, pareil, en fait, ton monde personnel est tellement beaucoup plus positif, plus gratifiant, tu as beaucoup plus de gratitude, en fait, tu vois, de tout ce que tu vis dans ta vie, parce que tu es bien, en fait, tu es juste bien, tu es bien dans ta tête et tu es bien dans ton corps. Je me répète parce que dans ma perception des choses et de la vie, moi, je suis convaincu qu'il y a au moins 70% de la population qui n'est pas bien dans ses pompes. Parce qu'on ne nous a pas appris ça. On ne nous a pas appris ça du tout, non. Non. Et c'est des choses qu'on doit apprendre et parfois s'y confronter avec douleur de temps en temps, mais c'est des expériences à lesquelles il faut passer. Tu as raison, parce que on pourrait s'en passer, tu sais. Dans nos mécanismes humains, très souvent, l'être humain, il attend d'être confronté à une maladie, à un burn-out, à un accident, à quelqu'un qui décède, par exemple, autour de toi, pour avoir un déclic, tu vois, pour se dire, ah bah tiens, finalement, peut-être que j'aime pas ce que je fais, ou je sais pas, mais en fait, non, mais c'est bon, j'ai compris, je suis pas heureux avec cette femme ou avec cet homme, je me sépare. Enfin, tu vois, pour prendre des décisions assez radicales, en fait, dans ta vie. On attend d'être confronté face au mur. Moi, je dis que c'est une façon, effectivement, de passer à l'action et de faire un switch dans sa vie. C'est une manière, mais ce n'est pas la seule. Tu peux faire les choses de manière très douce aussi, tu vois. Tu peux faire des switches dans ta vie de manière très douce. Et pour ce faire, pour moi, il faut justement prendre soin de soi et passer du temps à essayer de se comprendre. Alors, quels enseignements de ton documentaire « C'est quoi le bonheur pour vous ?» peuvent s'appliquer au monde du travail? Déjà, ce que j'ai perçu quand j'interviewais les gens, c'est qu'il y avait quand même une personne sur 4 qui me regardait dans les yeux et qui me disait « Julien, je suis désolé, mais je ne vois pas du tout ce que c'est le bonheur pour moi. » et ça, pour moi, c'était quand même très surprenant. Vraiment, ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit, waouh, c'est impressionnant quand même qu'il y ait autant de personnes spontanément incapables de savoir en fait c'est quoi le bonheur pour elles. Moi, c'est même plutôt l'inverse. Moi, je me dis, c'est incroyable qu'il y ait 3 personnes sur 4 qui te répondent de manière avec certitude et avec un regard précis. Mais c'est chouette aussi. Ouais, carrément, c'est chouette. Ah bah oui, il y a l'autre façon, comme tu le dis, très positive de voir, il y a quand même 3 personnes sur 4, c'est énorme. Mais moi, dans ma tête, une personne sur 4 qui savait pas et qui parfois en fait pleurait, tu vois, spontanément, parce qu'il n'y avait rien en fait qui venait, c'était quand même très déroutant. Et c'était un de mes leitmotifs d'ailleurs qui m'a amené à continuer à interviewer les gens, parce que je voulais que les gens réfléchissent à cette question en fait, tu vois. Et donc dans le monde de l'entreprise, de ce que j'ai vu à travers le film, c'est que si à un moment donné, je sais pas, dans ton parcours de vie, toi, parce qu'on est très conditionné, tu sais, par nos parents, par la société, etc. Si toi, par exemple, tu es né dans une famille d'avocats, et que en fait dans cette famille d'avocats on te fait comprendre que tu vas devenir avocat, en fait c'est ça la vie professionnelle, c'est d'être avocat, mais que toi tu sens qu'il y a un truc en toi, je sais pas, une intuition, ou dans la vie de tous les jours tu es hyper à l'aise avec le bois, tu sais, tu adores toucher le bois, le travailler. Je sais pas, quand tu étais gamin tu te faisais des arcs en bois, tu vois, des trucs comme ça, et tu as une vraie affinité avec le bois. C'est là où en fait tu es heureux et que ça, tu vois, que tu kiffes quoi. Et moi, ce que je dis, c'est il faut suivre cette voie. Il faut aller vraiment là, ce qui te met en joie, ce qui te fait vraiment kiffer. Ne sois pas avocat. C'est pas parce que tu es dans une famille d'avocats qu'il faut que tu sois avocat.
Par contre, si tu adores le bois et que tu prends beaucoup de goût et en plus tu sens que tu as un talent un peu inné sur la matière, eh ben, pour moi, il faut se diriger en fait dans ce sens-là. C'est ça le pont que j'ai pu voir entre le travail et le bonheur. C'est que, et c'est d'ailleurs même moi ce qui me guide dans toutes mes activités, tu vois, on en a parlé un peu en amont, je fais quand même un certain nombre de choses dans mes activités, mais tout ce qui me guide à chaque fois quand je crée quelque chose de nouveau, c'est la joie. Et pourtant, je ne maîtrise pas du tout techniquement l'objet dans lequel je vais me lancer. Tu vois, par exemple, quand j'ai décidé de réaliser un film, mais moi, j'ai pas de diplôme, j'ai 0 diplôme. Je suis dyslexique, je suis dysorthographique, je suis HPE et HPI. Donc, tu vois, on va dire au regard de la société, j'ai pas les cartes pour réaliser un film. Et ben, si j'avais pas suivi cette joie en fait qui m'animait à l'idée de me lancer là-dedans et pourquoi pas peut-être de réaliser un film, parce que c'était pourquoi pas en fait dans ma tête, ben, je me serais jamais lancé. Et tu vois, maintenant il y a 2 millions de personnes qui l'ont vu. Et c'est pareil pour l'écriture de mes livres. Je me répète, je suis dyslexique et dysorthographique. Donc t'imagines pas un jour que tu vas écrire. Surtout pas, parce que déjà, moi, dans ma vie de tous les jours, écrire des mails, envoyer des newsletters, c'est une vraie galère. Ah oui, donc, c'est compliqué. Bien évidemment, je m'améliore avec les années, mais ça reste quand même compliqué. Je suis pas du tout sûr de moi, tu vois, pas sûr du tout de moi. Et donc, écrire un livre, t'imagines même pas, t'y penses même pas. Et ben, un matin, je me suis réveillé avec cette joie de me dire, tiens, je vais écrire un livre. Et ben, je me suis levé, je me suis mis devant mon ordi, j'ai écrit le titre. C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi? Et après, ben, je me suis mis à écrire, quoi. Bon, alors après, c'était plus simple, je parlais avec mon téléphone et après, je recopiais. Mais c'est comme ça que je me suis lancé, tu vois. C'est la joie. Quand j'ai décidé d'organiser ce pique-nique à fédérer toutes ces personnes-là, c'était la joie, en fait, qui m'animait, quoi. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'indicateur dans notre vie perso et pro. Tu vois, on en a parlé un peu en amont. L'idéal, quand même, c'est d'aller dans ton activité le matin, et alors que ça te met en joie. C'est pas, si tu vas à contre-courant, et ce qui est quand même la majorité des gens, c'est des journées compliquées. Et j'ai connu ça, donc je sais de quoi je parle. Je vois très bien dans quel mood on est, quoi. Et ces jours où Alors, effectivement, il y a plein de jours où tu peux avoir de la joie. Il y a des jours un peu plus difficiles. Comment tu fais pour le dépasser? Parce qu'il n'y a pas forcément de joie tout le temps, mais comment tu fais pour ne pas perdre cette foi, justement, qui t'anime et de continuer d'avancer et te dire allez, je continue, c'est là où je vais trouver de la joie, c'est là où je vais en retrouver. Je sais que c'est ça qui m'anime. Comment tu fais pour dépasser les moments un peu difficiles? Je prends soin de moi. C'est vraiment la clé. Ouais, c'est vraiment la clé. Et donc, en fait, ce qui est compliqué d'en prendre soin de soi, parce que ça pourrait paraître simple, etc., mais c'est que ça demande beaucoup de rigueur et de discipline. C'est ce que tu dis dans ton premier livre. Ouais, et quand tu parles de rigueur et de discipline, à la majorité des gens, ça fait grincer des dents, quoi. Ils ont beaucoup de mal avec ça. Surtout les Français, on n'est pas très disciplinés. Et donc, du coup, voilà. Moi, j'ai appris à être discipliné, ça s'apprend. Peut-être que pour certaines personnes, ça va être inné, mais moi, je pense que ça s'apprend. Moi, je l'ai appris à travers les arts martiaux. Le kung-fu m'a beaucoup aidé justement pour me discipliner, en fait. C'est un peu une mentale de samouraï, quelque part, quoi, que j'applique dans ma vie personnelle et professionnelle. Et donc, prendre soin de moi, c'est une vraie discipline. C'est-à-dire, par exemple, encore ce matin, tu vois, ce matin, donc c'est très récent, je me suis levé, moi, je me suis réveillé à 5h30. Et ben, ce matin, j'avais pas envie de faire mes exercices musculaires de détente, de méditation et tout, etc. J'avais vraiment pas du tout envie, quoi. D'accord. Mais comme je suis habitué à faire ça, je sais que, ok, j'ai pas envie. Mais du coup, je m'auto-diagnostique et je me dis, bon, ok, Julien, t'as pas envie, mais tu sais comment tu vas être quand tu vas faire tes exercices quand tu auras terminé. Et quand tu auras terminé, tu sais, en fait, ouais, tu sais l'énergie en fait dans laquelle tu vas être. Et c'est ce truc-là qui me rattrape à chaque fois en fait. C'est que je sais dans quel mood je vais être, dans quel état en fait ça va me mettre, et ça va me mettre bien en fait très clairement. Et ça va être pour toute la journée. Et c'est pareil en fin de journée. Moi, je décide d'arrêter de bosser à 4h30 parce que comme je suis réveillé tôt, ça me fait des grosses plages, des grosses amplitudes quand même de travail. C'est vrai. Et à 4h30, j'arrête de bosser. Et donc, je prends mon vélo. Moi, j'adore le bike. Et donc, je vais faire du vélo. Moi, j'habite Montpellier. Donc, je vais à la plage en vélo. C'est à peu près à 45 minutes. Et là, en ce moment, même si on est dans le sud, des fois, il fait froid. Tu vois, là, ce matin, il faisait 3 degrés. Bon, j'ai des matins, pareil, j'ai pas envie de prendre mon vélo en fin de journée. J'ai pas envie de prendre mon vélo. Surtout que moi, je suis au 3e étage d'un immeuble et porter mon vélo et aller affronter le froid. J'ai envie de rester ici, de faire un petit chocolat chaud tranquille, tu vois. Mais pour autant,
c'est la même réflexion. Pourquoi je le fais? C'est que je sais dans quelle énergie, en fait, je vais revenir. Ouais. Et vraiment, c'est comme si il y a un avant et un après. Donc, pour tous ceux qui font du sport, ils savent très bien de quoi je parle. Ouais. En fait, peu importe le sport que tu fais, tu reviens, en fait, une fois que tu as fait ton activité sportive, tu es dans une énergie qui n'a rien à voir avec quand tu es parti. Et c'est toujours ça, en fait, moi, qui vient me chercher. Et la troisième chose, c'est que si je fais ça, si je sors quelque part, en fait, régulièrement de mes zones de confort, c'est que je sais que ça me fait du bien, mais je sais aussi que ça impacte mon entourage. Ouais. Et c'est cet ensemble-là, en fait, moi, qui me motive d'année en année, donc jour en jour, à être discipliné. C'est que je sais qu'en prenant soin de moi, je peux le mesurer, je peux le voir, j'ai un impact sur mon entourage le plus proche. Mes amis, les gens avec qui je bosse et tout, etc. Quoi. Donc, en fait, tu vois, c'est quand tu prends soin de toi, tu prends soin des autres, en réalité. Quoi. Mais c'est ça, prendre soin de soi, ça peut paraître contre-intuitif parce que ça demande de la rigueur, ça demande et ça peut être perçu comme une contrainte. Et c'est ça qui est contre-intuitif parce que c'est cette contrainte qui fait que tu vas avoir de la résilience et tu vas avancer et tu vas faire mieux et tu vas te sentir mieux. Ouais, c'est contre-intuitif, mais c'est nécessaire. Ouais, c'est exactement ça. C'est contre-intuitif. Surtout qu'on a un gros poids quand même judéo-chrétien. On nous fait croire que c'est égoïste de s'occuper de soi et de prendre soin de soi aussi, avant de s'occuper des autres. Ouais. Et ouais, donc il y a une espèce d'inconscient collectif quand même qui est comme ça et qui est très fort. Hein, le poids quand même est assez fort. Donc ce n'est pas une évidence. Par contre, une fois de plus, on peut nous apporter ça sociétalement parlant le plus tôt possible. C'est le cas déjà dans certains pays quand même. Donc c'est pas comme si c'était impossible. Et le point qui est positif, c'est qu'à n'importe quel moment de notre vie, on peut reprendre les rênes de notre vie, tu vois. Il n'y a pas de fatalisme. Tu vois, il y a peut-être des gens qui vont nous écouter en disant, moi c'est foutu, je sais pas, j'ai 50 ans, non, pour moi c'est pas possible, Julien. Moi je te dis non, si c'est possible. Sure. C'est une question de choix, vraiment, c'est vraiment une question de choix. Par contre, c'est sûr, ça demande beaucoup d'investissement, de temps et d'énergie. Et c'est ça en fait que les gens n'ont pas envie de mettre. Et tu parles des différents moments de vie. Pour toi, quel rôle joue l'éducation dans notre rapport au travail, dès le plus jeune âge ou à l'épanouissement au travail? Comme je te disais, moi, je dis très souvent que tout part de l'éducation. Et que si tout part de l'éducation, alors tout part de la connaissance de soi. Et donc, si le plus tôt possible, parce que c'est pas que sur les bancs de l'école, c'est aussi à la maison, c'est sociétal en fait, tu vois. Si le plus tôt possible, on nous apporte le savoir-être, la connaissance de soi, donc autrement dit, apprendre à se connaître, et qu'on nous aide à révéler nos talents naturels. On a tous des talents naturels, tous. Je vais donner un exemple qui est concret pour que les gens comprennent. Par exemple, moi, quand j'étais plus petit, j'ai un grand frère qui a 5 ans de plus que moi. Quand on était plus petit, on faisait des fausses radios. D'accord. Tu vois, on avait un micro et on s'éclatait comme ça pendant des heures et on imitait des gars. Enfin, ça durait des heures. Et on s'enregistrait et puis après on écoutait et on adorait ça, quoi. Ouais. Et regarde-moi, quasiment, je sais pas, on va dire au moins 30-35 ans après. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai interviewé des gens pour réaliser un film. Je réalise des podcasts qui sont, maintenant on a plus de 300 000 écoutes sur chaque podcast. Ouais. Donc j'interviewe des gens. Et donc tu vois, en fait, c'est un truc naturel. Ça me demande pas d'effort, j'ai pas pris de cours pour l'apprendre. J'ai vu en fait que pour moi c'était simple d'interviewer des gens et que j'étais à l'aise là-dedans et puis que j'aimais bien. Et tu vas chercher ça dans l'enfance parce que dans les premières saisons du podcast, j'avais interviewé Gaël et Johan Ancarno, que tu connais peut-être de Quête de Sens Pro, et il m'avait dit que pour essayer d'identifier des sources d'orientation professionnelle, il fallait puiser dans l'enfance ce qui pouvait te faire plaisir et ce qui t'apportait du bonheur en fait, et c'est exactement ce que tu es en train de témoigner. C'est exactement ça, ouais. Et donc ça nécessite, c'est pour ça que j'aime bien l'idée de chercheur, tu vois, de s'intéresser à soi en fait, de vraiment essayer de se comprendre, de comprendre son mode d'emploi globalement. Et donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais on a tous vécu ça. Si on regarde bien, si on réfléchit bien, il y a plein de moments, en fait, des scènes dans notre vie quand on était jeune, où pour nous, c'était une évidence, mais en réalité, c'est notre talent naturel. Et que donc, du coup, qui peut être très utile après, plus tard, dans le monde professionnel. C'est ça qui est génial. Et donc, le pont, une fois de plus, entre l'éducation, le bonheur et le travail, c'est que si on peut nous accompagner le plus tôt à révéler ces talents qu'on a, parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est qu'on en a plein, on n'en a pas qu'un seul, on en a plein, après, c'est génial. Après, tu sais, en fait, en quoi toi, t'es bon naturellement, c'est beaucoup plus simple après de t'orienter, tu vois. Et ouais. Absolument. Et du coup, tu as des conseils, toi, pour quelqu'un qui souhaite questionner sa vie professionnelle
toujours en accord avec sa quête du bonheur. C'est une bonne transition avec ce qu'on vient d'évoquer. Ouais. Oui, il y a un concept que j'aime beaucoup japonais qui s'appelle l'ikigai. Ikigai, ouais. Ouais, qui est très intéressant. D'ailleurs, si tu n'as interviewé personne autour de l'ikigai, je t'invite à le faire parce que c'est vraiment pour moi quelque chose de. On est au cœur du sujet là, en fait, tu vois, dans l'ikigai, quoi. Ouais. C'est comment je peux allier mon activité professionnelle avec quelque chose qui m'épanouit et qui donne sens, quoi. Donc ça, cette notion d'ikigai, maintenant, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de livres là-dessus. Je pense pour les gens qui s'y intéressent, ils vont sur un moteur de recherche, tu tapes ikigai, tu vas tomber sur plein d'infos. Et le point, il est là-dedans, c'est-à-dire dans cette grande étude, parce qu'on appelait ça une étude que j'ai menée autour du bonheur avec le film et tout ce que j'ai mis en place, il y a plein de points quand même qui sont ressortis pour tendre vers le bonheur. Le premier point, ça c'est une étude à Harvard qui a été menée, qui est hyper intéressante, c'est la plus longue d'ailleurs. Ça a duré pendant 75 ans, ils ont suivi je crois 1000 personnes ou une centaine de personnes pour voir en fait c'est quoi les mécanismes. Et on a vu que le plus important, c'était le lien social. Donc le lien, cultiver vraiment le lien social, quelque chose qui nous tire vers le haut. Ok ? Ouais. Le deuxième point qui est important, c'est de donner du sens à ta vie. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, que tu saches en fait que ce que tu vas faire va avoir du sens. Tu vois, on voit là en ce moment de plus en plus que les gens sont en quête de sens. C'est pour ça notamment que le sous-titre de mon deuxième livre, c'est quoi le bonheur pour vous ? En quête de sens. Parce que moi, je vois en fait que les gens là de plus en plus sont en quête de sens. Et tu vois, c'est pas anodin que ça ressorte aussi dans cette grande étude. On a besoin d'avoir du sens. Ouais. Donc, de retrouver du sens dans ce qu'on fait. Et ce qui est génial, en fait, c'est que c'est encore une question de regard. Tu vois, on pourrait prendre n'importe quel métier. Dans n'importe quel métier, tu peux mettre du sens dans ce que tu fais. C'est ça qui est incroyable. C'est un peu la magie de notre neuroplasticité, de notre cerveau. On peut se reconditionner et donc voir un peu les choses de manière très différente. Et c'est valable dans tous les postes. Je t'assure que moi, avant de créer mon entreprise, j'ai fait quand même plein de petits boulots, quoi, on va dire, pour découvrir le monde du travail. Pour donner quelques exemples, j'ai été facteur, agent de sécurité, j'ai été aussi barman, serveur, et puis j'ai gardé aussi des immeubles. Tu sais, en tant qu'agent, quoi. Et donc, ça m'a permis de découvrir, mais bon, dans tous les petits métiers là que j'ai fait, enfin, moi que j'appelle les petits métiers, à chaque fois, en fait, je me débrouillais pour faire en sorte que c'est du sens ce que je fais, tu vois. Et je voyais bien que les gens avec qui je travaillais, ils n'étaient pas du tout dans la même dynamique que moi. Donc moi, globalement, j'étais toujours content quand même d'aller bosser, tu vois, parce que j'y mettais du sens, mais c'était du sens très, très perso, quoi. Et ça, c'est s'entraîner à porter son regard pour identifier des choses qui ont du sens pour toi, alors qu'on a plutôt ce biais cognitif, ce biais de négativité, qui est de voir surtout ce qui va pas en fait. Et ce qui va pas, ça nous pèse et on voit pas on ne voit plus tout ce qui va bien en fait. Et c'est complètement déséquilibré en termes de balance. Exactement. Et en fait, ça s'apprend. Tu sais, c'est un peu comme un muscle. Et il y a un très bon exercice. C'est un livre d'ailleurs qui a été écrit par Florence Servan-Schreiber. Son livre s'appelle Les 3 kiffs par jour. Donc ça porte bien son nom. En fait, l'idée, c'est tous les jours, tu donnes 3 kiffs. Si tu es en famille, avec ta femme, ton mari, tout, etc., ça peut être le soir quand vous dînez ensemble, vous partagez 3 kiffs de la journée. Et donc, on a montré, parce que les sciences se sont intéressées à ça, pareil, tu vois, si tu es discipliné, donc si tu es régulier, si tu fais ça tous les jours, de manière constante, donc on va dire sur quelques mois, tu te crées des nouvelles connexions neuronales. Et donc, ça favorise ta perception beaucoup plus positive de la vie. Et donc, plus tu le fais, plus tu as une perception positive des événements, de la vie, tout, etc. Juste en faisant ça, tu vois. Quand même assez incroyable. Et donc voilà, après, si tu cumules tout ce que je disais en amont, l'alimentation, le sport, le sommeil, petite parenthèse sur l'alimentation, pareil, les sciences s'y intéressent depuis là maintenant une dizaine d'années, sur un angle que je trouve très intéressant. C'est-à-dire que maintenant, on fait le pont entre ce qu'on mange et ce qu'on pense. Et avant, on ne faisait pas forcément ce pont-là. Donc, c'est vraiment intimement lié. Donc, vraiment, ce qu'on ingère dans notre corps a une incidence, mais tellement importante en termes d'énergie, de vitalité et de pensée dans notre vie de tous les jours, que moi, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à mettre du temps et de l'énergie sur ce qu'ils mangent et à se réapproprier leur alimentation, à recuisiner, tu sais, à la maison, à faire en sorte, je sais pas, de remettre beaucoup de beauté, de couleurs et tout, etc. Et puis de trouver vraiment les aliments qui sont bons pour eux. Parce que ça, c'est très différent d'une personne à une autre. Et ça impacte aussi, une fois de plus, beaucoup ton quotidien. Et donc, ça joue
forcément aussi de comment tu vas vivre ta journée quand tu vas être au travail, quoi. Complètement. Et pour conclure, pour toi, quelle serait ta définition du bonheur dans le monde professionnel ? C'est comme je te disais, ouais, pour moi, c'est un peu ce que je vis. C'est le fait de me rendre compte tous les matins que je participe à quelque chose de positif dans notre société, de recevoir des messages des gens, tu sais, qui me suivent sur les réseaux, des gens qui lisent mes livres, qui regardent mes films et qui me disent comme quoi ça les a impactés dans leur vie. Tu vois, de sentir vraiment que ça a été une source d'inspiration, voire même de déclic très important. Ça, c'est mon quotidien. C'est un peu comme une essence, tu sais, comme l'essence dans une voiture. Ça m'alimente. Vraiment, ça me motive. Mais ouais, tous les matins, de te sentir utile. Donc, tu vois, il y a cette notion de sentir utile et ce sentiment aussi de donner du sens. De reconnaissance aussi, avoir de l'impact et avoir de la reconnaissance. Bah, en tout cas, je fais pas ça pour avoir de la reconnaissance. Oui. C'est pas le but. Non, c'est plutôt de sentir que tu transformes des vies positivement. Ça, c'est quand même assez dingue comme sensation. De sentir que le fruit de tes actions, de ce que tu es, parce que moi, souvent, quand on me dit « mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais ?» Je leur dis en fait, je fais que être ce que je suis. Donc, c'est peut-être beaucoup plus simple. Je ne sais pas, peut-être que c'est une des clés de simplicité d'être qui tu es. Mais alors après, pour être qui tu es, il faut savoir qui tu es aussi déjà. Donc je ne cherche pas la reconnaissance, mais voilà, de sentir que d'être qui tu es inspire les gens à être eux aussi eux-mêmes et peut-être à sortir de leur zone de confort et à redonner peut-être beaucoup plus de sens eux aussi dans leur vie perso et pro. Mais ça, c'est vraiment génial. Ta réaction, elle est super intéressante par rapport à la reconnaissance parce que pour toi, du coup, le bonheur vient pas forcément de facteurs extrinsèques, mais il vient de facteurs intrinsèques, il vient de toi en fait, le bonheur. Il faut le chercher en soi-même. Ah ouais, vraiment. Ah oui, c'est... après, tu me diras, tu sais, le sous-titre de mon film, c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Donc j'allais te dire, on a quand même tous une définition du bonheur. Mais moi, ce que j'en ai conclu dans le cadre de mes activités, c'est que oui, le bonheur, il est quand même vraiment intrinsèque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton bonheur, ton bien-être dépend de quelque chose qui est extérieur à toi... Et que tu peux pas forcément maîtriser. Ouais, ça sera toujours très compliqué. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la société nous met dans cette attente-là. C'est ça qui est assez incroyable. Donc en fait, un peu à notre insu, on donne notre accord à cette perception de ce que pourrait être le bonheur en fait à tout à chacun, alors que à la base, c'est biaisé en fait, c'est erroné. Donc ce sera toujours, à mon sens, vraiment une quête personnelle d'être bien déjà avec soi-même, sans une ressource extérieure. Et ça, c'est sûr que ça demande du temps et de l'énergie. Mais pour revenir à ce que je disais autour de l'éducation, on gagnerait beaucoup de temps si justement on commençait très tôt comme moi j'ai pu le faire, quoi. Absolument. Bah, écoute Julien, c'était passionnant et je suis absolument ravi. Très content de t'avoir accueilli, d'avoir pu échanger avec toi. Merci énormément Julien. Merci à toi Aurélien, merci beaucoup. À très bientôt, bonne journée. À bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.